Je m'appelle Ethan Vance, j'ai 34 ans. Il y a exactement un mois, la femme qui m'a mis au monde m'a giflé au visage avec une force si vicieuse que mes lunettes ont volé et se sont brisées sur le sol de marbre froid de la salle de bal du Grandview Hotel. Je me tenais devant 200 personnes, de la famille, des amis, des associés professionnels. Et tandis que je restais là, essayant de surmonter le bourdonnement dans mes oreilles, mes parents ont exigé que je remette les clés de mon Pantouse de 2 millions de dollars à mon jeune frère. Ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit, « Tu es la honte de cette famille. Donne tout de suite les clés à ton frère. Il le mérite plus que toi. » Ils ont ri de mon silence, se moquant de moi sous le regard insistant de 200 perdieux. Mais il y avait une chose immense qu'ils ignoraient. Ils pensaient que je n'étais qu'un simple cadre moyen vivant dans une boîte en location. Ils n'avaient absolument aucune idée de mon salaire réel, de mon portefeuille immobilier, ou du fait que j'étais le vice-président senior des acquisitions dans la firme même qui contrôlait toute leur existence financière. Et à l'instant même où j'enregistre ceci, ils supplient mon pardon tout en faisant face à une ruine financière complète. Avant que je vous raconte exactement comment j'ai détruit leur illusion parfaite et repris ma dignité, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez qu'il faut tenir tête aux membres toxiques de sa famille. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a véritablement commencé. Le bruit de mes lunettes se brisant contre le marbre fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Ce fut un bruit sec et définitif, comme un os qui se brise dans une pièce silencieuse pendant une fraction de seconde. Toute la salle de bal devint complètement silencieuse. L'orchestre de jazz qui jouait une version douce d'une chanson d'amour classique s'arrêta brusquement, le saxophone laissant échapper un couinement pathétique avant de s'éteindre. Les serveurs, vêtus de vestes blanches impeccables, se figèrent sur place, leurs lourds plateaux d'argent chargés de champagne suspendus dans les airs. Je restais là, sentant la soudaine et intense marque rouge brûlante se propager sur ma joue gauche. Je n'ai pas levé la main pour la toucher. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai juste regardé ma mère, Eleanor. Elle respirait encore lourdement, sa poitrine haletante sous sa robe perlée coûteuse. Sa main était encore suspendue dans les airs, ses doigts légèrement repliés, comme si elle n'arrivait pas tout à fait à croire qu'elle avait réellement établi le contact. Mais son visage racontait une autre histoire. Son visage était crispé en un masque de pure colère et de prétention absolue. Elle me regardait non pas comme une mère regarde son fils, mais comme un maître regarde un serviteur désobéissant qui a osé parler sans y être invité. À côté d'elle se tenait mon père, Arthur, la poitrine bombée comme un coq fier, la mâchoire serrée. Il attendait que je me soumette. Il attendait que l'humiliation publique brise mon esprit, tout comme il avait essayé de le briser à huis clos durant toute ma vie. Et juste derrière eux se trouvait Julian. Julian, mon jeune frère, l'enfant chéri, portant un smoking en velours sur mesure que j'avais secrètement payé. Il essayait de se donner des airs de victime, les yeux grands ouverts, les mains légèrement levées comme s'il était celui qui se faisait attaquer. C'était une performance pathétique et transparente, mais c'était la performance à laquelle mes parents avaient toujours cru. J'ai regardé les montures brisées de mes lunettes au sol. C'était une paire de créateurs que j'avais achetée à Milan après avoir conclu une fusion d'entreprises massive. Une petite récompense personnelle pour des mois de nuit blanche. Maintenant, ce n'était plus que du verre brisé et du métal tordu éparpillé sur une piste de danse hautement polie. La perte physique ne signifiait rien pour moi. Je pourrais en acheter 100 autres paires de mains sans scier. Mais le symbolisme de ces verres brisés reposant sur le sol de la réception de mariage de mon frère était profond. Il représentait la rupture finale et irréparable de ma famille. Je me suis lentement baissé. Mes mouvements étaient délibérés. Sans hâte. J'ai ramassé les morceaux de verre tranchants et les montures métalliques tordues, ignorant la petite coupure qui s'est ouverte sur mon index. J'ai glissé les morceaux brisés dans la poche poitrine de mon costume. Le silence de la pièce était étouffant. Je pouvais entendre la respiration lourde d'un parent assis à 2 tables de là. J'ai regardé ma mère directement dans les yeux. J'y ai cherché ne serait-ce qu'une fraction de seconde de regret. J'ai cherché une lueur d'amour maternel, une prise de conscience soudaine qu'elle avait franchi une ligne qui ne pourrait plus jamais être franchie en sens inverse. Je n'ai rien vu. J'ai seulement vu un tyran attendant que son sujet s'agenouille. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas lent et mesuré,
le pas d'un homme qui vient d'être libéré d'une peine de prison à vie. J'ai gardé la tête haute, les épaules en arrière, la posture rigide. J'ai senti le regard de 200 personnes me brûler le dos, mais leur jugement ne signifiait plus rien pour moi. Ils étaient les témoins de ma libération. Les lourdes portes en bois de la salle de bal se dressaient devant moi. Je les ai poussées des 2 mains, sortant dans le couloir feutré et faiblement éclairé de l'hôtel. Au moment où les portes se sont refermées derrière moi, coupant la soudaine et chaotique éruption de chuchotements, de halètements et de voix paniquées à l'intérieur de la pièce, j'ai sorti mon téléphone. Ma vision était légèrement floue sans mes lunettes, les bords du couloir s'adoucissant en un éclat brumeux. Mais je connaissais le numéro par cœur. J'ai appelé Victor Sterling. Victor n'était pas seulement un PDG milliardaire. Il était mon mentor, mon patron et l'homme qui m'avait tout appris sur les rapports de force, le pouvoir et la gestion des conséquences. Il avait vu les cicatrices que ma famille m'avait laissées bien avant cette nuit. Il a répondu à la première sonnerie, la voix vive et alerte. J'ai gardé une voix totalement neutre, ne trahissant absolument aucune émotion. Victor, c'est Ethan. Feu vert. Exécutez le plan d'urgence. Victor a marqué une pause d'1 seconde seulement. Et savait exactement ce que cela signifiait. Nous nous étions préparés à ce moment précis des mois auparavant, lorsque j'avais soupçonné pour la première fois que ma famille planifiait quelque chose de radical concernant mes actifs. J'avais prié Dieu pour que nous n'ayons jamais à l'utiliser. Es-tu blessé? Juste ma fierté et une paire de montures Tom Ford, ai-je répondu, mes chaussures s'enfonçant légèrement dans la moquette épaisse du couloir alors que je marchais vers le hall principal. Ils ont essayé de forcer le transfert d'actifs en public. Maman est devenue physique. Je pouvais entendre le ton de glace dans la voix de Victor au téléphone. Il détestait les tyrans. Donne-moi 1 heure, Ethan. J'amène James du service juridique. Nous venons à la réception. Assure-toi qu'il te voit, a-t-il dit, ma propre voix se durcissant. Oh, ils vont me voir, a promis Victor. J'apporte l'accord des actionnaires. Celui qu'Arthur a signé sans lire la clause de moralité. J'ai raccroché le téléphone et je suis sorti dans l'air frais de la soirée. Le voiturier a regardé ma joue rouge, ses yeux s'écarquillant brièvement avant qu'il ne détourne rapidement le regard, maintenant strictement son attitude professionnelle. Je lui ai tendu mon ticket. En attendant ma voiture, j'ai senti un sentiment étrange et envahissant de calme absolu m'envahir. Pendant 34 ans, j'avais joué leur jeu. J'avais essayé d'acheter leur amour, de mériter leur respect et de prouver ma valeur. Je pensais que le pire de l'humiliation était derrière moi. Je me trompais tellement. Pour comprendre pourquoi une mère frapperait son propre fils pour un bien immobilier, il faut comprendre la dynamique malade de la famille Vance. En grandissant dans notre maison de banlieue, les règles étaient tacites mais absolues. Julien était le fils, et je n'étais que l'espace froid et vide gravitant autour de lui. J'ai 6 ans de plus que Julien. Quand j'étais au lycée, j'ai maintenu d'excellentes notes, j'ai été capitaine de l'équipe de débat et j'ai travaillé les week-ends dans une épicerie locale pour économiser de l'argent. J'ai tout fait dans les règles parce que je croyais sincèrement que si j'étais parfait, il finirait par me regarder de la même manière qu'il le regardait. Quand je rapportais mon bulletin avec des notes parfaites, mon père le parcourait à peine du regard par-dessus son journal. Il faisait un signe de tête générique, grognait peut-être en signe de reconnaissance, puis me disait immédiatement d'aller tondre la pelouse ou de nettoyer le garage. Mais quand Julien parvenait à ramener un D- en algèbre de base, évitant de justesse de rater sa matière, ma mère préparait un gâteau. Elle organisait un dîner de famille pour célébrer son travail acharné et son esprit créatif. Elle proclamait haut et fort que les notes ne mesuraient pas la véritable intelligence. J'ai appris très tôt que mes réussites étaient attendues, mais que mon existence était un inconvénient. Mes parents possédaient une entreprise de taille moyenne de fournitures industrielles. Ils gagnaient convenablement leur vie, certainement assez pour vivre dans un quartier agréable avec une association de copropriétaires stricts, conduire des voitures relativement neuves et prendre des vacances annuelles en Floride. Mais quand le moment est venu pour moi d'aller à l'université, mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Je me souviens de l'odeur exacte de ce matin-là, de café éventé et du parfum floral entêtant de ma mère. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que le fonds d'études qu'il m'avait promis pendant 18 ans avait disparu. Il a dit que les affaires avaient été difficiles, que l'économie changeait et qu'il devait réinvestir cet argent dans l'entreprise pour maintenir la famille à flot. Il a présenté cela comme un sacrifice que je devais faire pour le bien du nom de famille.
J'ai hoché la tête, ravalé ma panique naissante et contracté d'importants prêts étudiants. J'ai travaillé de nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt juste pour payer mes manuels scolaires et mes nouilles instantanées. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 4 ans. 5 ans plus tard, quand Julien a été accepté de justesse dans une université d'état médiocre, le discours a miraculeusement changé. Mes parents ont soudainement trouvé l'argent pour payer l'intégralité de ses frais de scolarité. Ils lui ont acheté une voiture neuve comme cadeau de départ et ils ont payé son appartement de luxe hors campus pour qu'il n'ait pas à subir l'indignité de vivre dans un dortoir exigu. J'ai découvert cela lors d'un dîner de Thanksgiving. Je mangeais une tranche de dinde sèche, totalement épuisé d'avoir travaillé en double équipe la veille, lorsque ma mère s'est vantée bruyamment auprès de tante Béatrice du fait qu'il s'assurait que Julien ne commence pas sa vie accablé par les dettes. J'ai regardé mon père, attendant une explication. Il a juste haussé les épaules, coupé son rôti de bœuf et a dit que Julien avait besoin d'un coup de pouce parce qu'il était plus créatif que moi et moins armé pour affronter les dures réalités du monde de l'entreprise. Ce jour-là, la dernière goutte de chaleur que j'avais pour eux s'est évaporée. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner. J'ai déménagé en ville, j'ai obtenu un emploi de premier échelon dans la société d'investissement de Victor Sterling et j'ai consacré ma vie à travailler plus dur que quiconque dans la pièce. Au cours de la décennie suivante, j'ai gravi les échelons de l'entreprise avec une efficacité impitoyable et calculée. Je suis devenu associé à 30 ans. J'ai géré des acquisitions de plusieurs millions de dollars. J'ai remboursé ma dette étudiante d'un coup grâce à un chèque de prime massif. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Ethan, le célibataire ennuyeux qui vivait en ville, le gars qui ratait les dîners de famille parce qu'il travaillait toujours. Je ne les ai jamais détrompés. Je les ai laissés croire que j'étais un cadre moyen en difficulté gagnant un salaire médiocre. Je ne voulais pas qu'ils regardent mes comptes bancaires. J'avais vu comment ils traitaient les membres de la famille qui avaient de l'argent. Ils les considéraient comme des distributeurs automatiques de billets ambulants, obligés de financer les erreurs des membres les moins responsables de la famille. Cela nous amène à la réunion de famille. Une semaine avant le mariage, mes parents ont organisé un grand barbecue dans leur jardin pour accueillir la famille de Chloé. Toute la famille élargie était là, tante, oncle, cousin que je n'avais pas vu depuis les derniers enterrements. J'ai conduit ma Porsche 911 depuis la ville, mais je l'ai délibérément garée à 3 pâtés de maison de là, dans un parking de Walmart faiblement éclairé, et j'ai fait le reste du chemin à pied jusqu'à leur maison. Je portais un pull gris simple et un vieux jean. Je voulais me fondre dans le décor. J'étais assis sur la terrasse, sirotant tranquillement une bière bon marché, quand tante Béatrice m'a ciblé. Béatrice est le genre de femme qui vous sourit chaleureusement tout en vous plantant un couteau entre les côtes. C'est la manipulatrice ultime, la commère de la famille qui adore rabaisser les autres. Ethan, mon chéri, a roucoulé Béatrice assez fort pour que toute la terrasse l'entende, en ajustant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Derek me dit que tu travailles toujours dans ce même petit bureau. Y a-t-il une chance d'obtenir une promotion bientôt? Tu approches de la trentaine passée. Tu devrais penser à une épargne retraite, peut-être acheter une petite maison de départ au lieu de jeter ton salaire dans un loyer. Mon cousin Derek, qui en était actuellement à sa 3e start-up ratée entièrement financée par les comptes de retraite de ses parents, a ricané depuis l'autre bout du jardin. Ouais, Ethan, tu vis toujours dans cette boîte à chaussures en centre-ville. Julien cherche une belle maison de 4 chambres pour sa nouvelle épouse, et toi tu manges encore des plats à emporter tout seul dans un studio. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. J'ai pensé aux pentouses de 370 mètres carrés que j'avais récemment achetées au comptant. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur toute la ligne d'horizon de la ville. Un ascenseur privé s'ouvrant directement dans mon hall d'entrée. Des comptoirs en marbre italien qui avaient coûté plus cher que toute la start-up fictive de Derek. C'était un sanctuaire de 2 millions de dollars que j'avais gagné à la sueur de mon front et au prix de nuits blanches. C'était ma forteresse. Je suis installé confortablement, Béatrice, ai-je dit calmement, gardant mon visage vide de toute émotion. Ma situation de logement me convient parfaitement. Ma mère s'est approchée, s'essuyant les mains agressivement sur un tablier. Oh, laisse-le tranquille, Béatrice. Ethan manque d'ambition. Il en a toujours manqué. Il n'a pas la volonté qu'a Julien. En parlant de ça, Ethan, as-tu pensé à transférer l'argent pour le traiteur? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran de confirmation. 50 000 $.
J'avais discrètement pris en charge l'intégralité du budget du traiteur et des fleurs pour le mariage de Julien parce que mon père affirmait que la trésorerie était tendue dans leur entreprise. Ma mère a jeté un coup d'œil à l'écran, a fait un hochement de tête bref sans un seul mot de remerciement et s'est éloignée pour vérifier le barbecue. Je suis resté assis là à les écouter louer sans fin Julien. Julien, qui était censé devenir un homme de famille responsable. Il ne savait pas que Julien avait maximisé 3 cartes de crédit et était sur le point de faire défaut sur un prêt personnel massif. Je le savais parce que le département d'évaluation des risques de ma firme effectuait des vérifications d'antécédents sur tous les membres liés à ma famille par mesure de sécurité standard. Julien se noyait sous les dettes, et mes parents en étaient complètement aveugles. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, je suis entré dans la maison pour prendre mon manteau. La maison était calme, la plupart des invités s'attardant encore dehors dans l'air doux de la soirée. En passant devant le bureau de mon père, la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai entendu des voix. C'était ma mère, mon père et tante Béatrice. Il n'acceptera jamais en privé, disait mon père, la voix tendue et anxieuse. Bien sûr que non, a répondu doucement tante Béatrice, d'un ton plein de venin. Ethan est égoïste. Il l'a toujours été. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'un homme célibataire a à faire d'un appartement en ville? Si Julien perd cette maison à cause de ses problèmes temporaires de trésorerie, la famille de Chloé annulera le mariage. Ce sera un scandale énorme. Mais lui prendre son appartement? Mon père semblait hésitant, non par moralité, mais par peur de la logistique. Il paie un loyer là-bas. Nous ne connaissons même pas le propriétaire. Arthur, s'il te plaît. Ma mère a ricané, balayant ses inquiétudes. Il loue probablement un taudis. Nous lui dirons simplement qu'il doit y renoncer et revenir à la maison. Ou mieux encore, nous exigeons qu'il cède son bail à Julien. Nous lui dirons que c'est son devoir de grand frère de fournir un foyer aux jeunes mariés. Nous faisons cela à la réception, pendant les toasts? Devant tout le monde? A demandé mon père, comprenant enfin la manœuvre. Oui, a insisté ma mère, la voix tranchante d'une intention malveillante. Devant 200 invités. Il est terrifié par la confrontation publique. Il n'a pas de colonne vertébrale. Si nous le mettons sur la sellette devant tout le monde, il sera obligé de dire oui. Il acceptera de payer le loyer pour Julien et Chloé. Cela résout tout. Je me tenais dans le couloir sombre, mon sang se glaçant complètement. Il ne savait même pas que je possédais un pantouse. Il pensait que je louais un appartement bon marché et leur brillant plan était de me piéger publiquement pour me forcer à payer le loyer de mon frère adulte et de sa femme. Ils allaient instrumentaliser ma prétendue faiblesse, ma haine de faire des scènes, pour faire de moi l'esclave financier permanent de Julien. Je me suis reculé silencieusement. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce. Je n'ai pas crié. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à ma Porsche et je me suis installé dans le siège en cuir du conducteur. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Ma propre mère, mon propre père, organisant une exécution publique de mon indépendance pour sauver leur enfant chéri. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. J'ai demandé les titres de propriété de mon pantouse, mes relevés bancaires et les documents d'actionnariat de l'entreprise de mon père. Je me suis assuré que chaque document était prêt à servir. J'ai conduit pour rentrer en ville avec un cœur totalement vidé d'amour pour les personnes qui m'avaient élevé. Le piège était tendu, mais ils n'avaient absolument aucune idée de qui ils essayaient de capturer. Le matin du mariage est arrivé avec de lourds nuages gris suspendus de manière menaçante au-dessus de la ville, jetant une lumière pâle à travers les fenêtres de mon pantouse. Je me tenais devant mon miroir, ajustant ma cravate. J'ai choisi un costume noir sur mesure qui avait coûté plus cher que tout le budget du traiteur que j'avais payé. Mais son absence de logo voyant le faisait paraître ordinaire à un œil non averti. J'ai conduit jusqu'au Grand View Hotel dans une berline de location de gamme moyenne, laissant délibérément la Porsche en sécurité dans mon garage souterrain privé. Je voulais jouer mon rôle à la perfection, le grand frère effacé, calme et sans histoire. Je suis entré dans le grand hall de l'hôtel, mais pas résonnant contre le marbre poli. L'air sentait le lys coûteux et la cire à parquet. Je me suis dirigé vers la suite nuptiale pour déposer un petit cadeau traditionnel pour Chloé. La suite était un véritable ouragan de chaos. La laque flottait dans l'air comme un brouillard épais. Des flûtes de champagne vides jonchaient toutes les surfaces disponibles.
Les demoiselles d'honneur couraient partout dans des peignoirs en soie assortis, l'air paniqué. Ma mère se tenait au centre de la pièce, aboyant des ordres à une maquilleuse terrifiée. Quand elle m'a vu passer la porte, elle s'est arrêtée brusquement, ses yeux balayant mon apparence de haut en bas, ses lèvres se pinçant en une ligne de profond mécontentement. « Ethan, tu n'as pas pu acheter un nouveau costume pour le mariage de ton frère ? On dirait que tu vas à un enterrement, a-t-elle persiflé, s'assurant que les demoiselles d'honneur l'entendent. « Bonjour, maman, ai-je dit calmement, ignorant la provocation. C'est une coupe classique. » Julien était affalé sur un canapé en velours dans un coin, un mimosa à la main. Il portait une veste de smoking en velours vert foncé sur mesure et affichait un sourire suffisant. « Laisse-le, maman. Tout le monde n'a pas de style. Et Ethan, assure-toi de vérifier la situation du service de voiturier. Je ne veux pas que mes invités attendent quand ils arrivent. » Il me traitait comme le personnel de l'hôtel. J'ai regardé Julien. J'ai regardé cet homme de 28 ans, lourdement endetté, menacé de faillite et s'attendant à ce que je finance toute son existence. Un détachement froid s'est installé en moi. Le voiturier est géré, Julien. Concentre-toi sur tes vœux, ai-je dit, posant la petite boîte de cadeaux sur une table basse. J'ai quitté la suite sans un mot de plus et je suis descendu dans la grande salle de bal pour vérifier les arrangements floraux. La pièce était à couper le souffle. Des roses blanches cascadaient depuis des supports dorés. Des lustres en cristal réfractaient la lumière sur la piste de danse impeccable. 50 000 $ de mon argent me regardaient sous la forme de centres de table extravagants et de linge de table importé. Pourtant, j'étais traité comme un chien errant qu'ils avaient relâché à l'intérieur de la maison par pitié. Alors que je marchais près de la table d'honneur, vérifiant les cartons de table pour m'assurer que le plan de table était correct, j'ai croisé l'oncle Robert. Robert était le frère cadet de mon père. En grandissant, j'avais respecté Robert. Il était le seul adulte qui me demandait parfois des nouvelles de ma carrière, le seul qui semblait me considérer comme une personne indépendante plutôt que comme l'ombre de Julien. « Ethan, mon garçon, » a dit Robert, en me frappant l'épaule. Il tenait déjà un verre de scotch bien qu'il ne fût qu'11 heures du matin. Un grand jour pour la famille. En effet, ai-je acquiescé poliment, offrant un sourire serré. Robert s'est penché tout près, son haleine sentant fort l'alcool et la menthe. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Écoute, ton père m'a parlé de la petite surprise pour plus tard. L'arrangement pour le logement. » J'ai gardé mon visage parfaitement neutre, bien que ma mâchoire se soit contractée involontairement. « Ah bon ? Ouais. » Robert a hoché la tête solennellement, me regardant avec ce qu'il pensait probablement être une profonde sagesse. « C'est une bonne chose que tu fais, Ethan. L'héritage familial est tout dans ce monde. Julien a besoin d'une base solide. Tu sais comment c'est dans l'immobilier en ce moment. Impossible pour un jeune couple de s'installer. Que tu fasses ce geste et que tu lui donnes ton logement, cela montre une vraie maturité. Cela prouve que tu comprends enfin le sens du sacrifice. » Je l'ai dévisagé. La trahison m'a piqué bien plus que je ne m'y attendais. Robert savait. Il savait pour le piège. Il savait que mes parents allaient me coincer, et il l'approuvait pleinement. Il validait leur extorsion sous couvert de loyauté familiale. Le sacrifice, j'ai répété ces mots lentement, en en goûtant le venin amer. Et qu'est-ce que je suis censé faire exactement, Robert ? Vivre dans la rue ? Robert a ri doucement, passant complètement à côté de mon ton glacial. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. Tu gagnes un salaire convenable. Tu peux trouver un petit studio quelque part plus loin dans la banlieue. Julien commence sa famille. Tu dois donner la priorité à la lignée. De plus, tes parents laisseront l'entreprise à Julien à terme. Vois cela comme un investissement dans ton futur héritage. Quand Julien prendra la relève, il se souviendra de qui l'a aidé. L'héritage, l'entreprise, la firme de taille moyenne de fournitures industrielles qui luttait actuellement pour obtenir des matières premières parce que son principal bailleur de fonds exigeait des marges bénéficiaires plus élevées et menaçait de retirer ses financements. J'ai failli éclater de rire sur place dans la salle de bal. Robert n'avait aucune idée que le principal bailleur de fonds était la firme de Victor Sterling. Il n'avait aucune idée que le cadre gérant leur compte, l'homme qui tenait littéralement la gorge de leur entreprise entre ses mains, se tenait juste en face de lui, s'entendant dire de déménager dans un studio de banlieue. Je garderai cela à l'esprit,
Robert, ai-je dit, m'éloignant de sa présence toxique avant de perdre mon sang-froid. La cérémonie elle-même s'est déroulée sans encombre. Chloé était magnifique, remontant l'allée dans une superbe robe blanche, bien qu'elle semblât légèrement terrifiée. Julien avait l'air arrogant, se tenant à l'autel comme un roi recevant sa couronne. Mes parents étaient assis au premier rang, versant des larmes de joie pour les photographes. J'étais assis au deuxième rang, parfaitement immobile, regardant la mise en scène se dérouler. Pendant les vœux, j'ai remarqué Oliver, le jeune frère de Chloé, assis quelques sièges plus loin du côté de la mariée. Oliver était accro aux réseaux sociaux, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui filmait et diffusait constamment chaque moment de sa vie pour son petit public d'abonnés. Il avait monté son téléphone sur un petit trépied, enregistrant activement les vœux. J'ai regardé le voyant rouge d'enregistrement clignoter. J'ai gardé cette information dans un coin de ma tête. Elle allait devenir très importante plus tard. Après la cérémonie, les invités se sont rendus dans la salle de bal pour la réception. La tension dans mon estomac était serrée, comme un ressort tendu prêt à sauter. J'étais assis à une table vers l'arrière de la pièce, entouré de cousins éloignés qui ignoraient complètement mon existence, bavardant entre eux. Le repas à plusieurs services a été servi. Le vin coulait à flot. Le niveau sonore dans la pièce augmentait régulièrement à mesure que les gens célébraient, trinquant et riant. Puis l'orchestre de jazz s'est soudainement arrêté au milieu d'une chanson. Les lumières principales se sont éteintes, jetant de longues ombres à travers la pièce. Un projecteur unique a éclairé le centre de la piste de danse. Mon père a saisi le microphone sur son support. Il a tapoté dessus 2 fois, le son résonnant de manière agressive dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, famille et amis, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La pièce est devenue complètement silencieuse. 200 visages se sont tournés vers mon père. Ma mère s'est avancée pour se tenir à ses côtés, le visage rayonnant d'une chaleur maternelle artificielle. Julien et Chloé se sont levés de la table d'honneur, souriant chaleureusement à la foule. Aujourd'hui, nous célébrons l'union de 2 personnes merveilleuses, a commencé mon père, sa voix résonnant dans la pièce, chargée d'une fausse émotion. Julien a toujours été la lumière de nos vies. Il est destiné à de grandes choses, mais commencer une nouvelle vie est difficile. Construire des bases solides demande du soutien. J'ai jeté un coup d'œil vers la table adjacente. J'ai vu Oliver. Il avait déplacé le trépied de son téléphone au centre de sa table, l'orientant parfaitement pour capturer le discours de mon père. Le voyant rouge clignotait continuellement. Il diffusait la réception en direct sur sa page Facebook. Parfait. Le décor était planté. La famille consiste à être là les uns pour les autres, a continué mon père, sa voix augmentant de volume. Il s'agit de donner absolument tout ce que l'on a pour s'assurer que la génération suivante prospère. C'est pourquoi Eleanor et moi sommes si incroyablement fiers aujourd'hui. Nous voulons annoncer un cadeau de mariage très spécial. Un cadeau qui montre le vrai sens de la fraternité. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. Il a regardé directement à travers la pièce, droit sur moi. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées pour suivre son regard. Soudain, le projecteur s'est déplacé, m'éblouissant un instant. J'étais le centre de l'attention. Ethan, a appelé mon père dans le micro, sa voix tonitruante. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis parfaitement immobile sur ma chaise, le fixant à travers la lumière aveuglante. Allez, ne sois pas timide. Mon père a ri, d'un son forcé et nerveux, essayant de masquer mon refus de coopérer. Mesdames et messieurs, Ethan a décidé de faire le sacrifice ultime pour son frère. Ethan a accepté de lui céder son appartement en ville, de transférer son bail et de couvrir entièrement le loyer pour les 5 prochaines années afin que Julien et Chloé puissent avoir le beau foyer qu'ils méritent. La salle a éclaté en applaudissements massifs. Les gens criaient, sifflaient. Tante Béatrice était debout, essuyant une fausse larme avec un mouchoir. Julien souriait jusqu'aux oreilles, me regardant comme s'il venait de gagner à la loterie sans avoir acheté de ticket. Chloé semblait légèrement confuse, applaudissant faiblement, visiblement inconsciente de la nature forcée de ce cadeau. Ma mère a pris le micro des mains de mon père. Lève-toi, Ethan. Montre à tout le monde quel bon frère tu es. Remets les clés à Julien dès maintenant. Nous savons que tu les as apportées. Il m'avait parfaitement coincé. Dans leur esprit, j'étais un lâche qui préférerait mourir plutôt que de faire une scène publique.
Il s'attendait à ce que je baisse la tête, que je m'avance vers l'avant comme un chien battu, que je remette mes clés et que j'accepte mon sort de serviteur financier permanent de Julien. Les applaudissements continuaient, assourdissants, oppressants, lourds d'attente. J'ai posé proprement ma serviette en tissu sur la table. Je me suis levé lentement. J'ai boutonné ma veste de costume avec une précision délibérée. Les applaudissements ont commencé à faiblir légèrement à mesure que les gens se rendaient compte que je ne souriais pas. Je n'avais pas l'air d'un frère généreux. J'avais l'air d'un homme marchant vers une exécution, mais j'étais absolument certain que ce n'était pas ma tête qui était sur le billot. Je me suis éloigné de ma table et j'ai commencé à passer devant les invités assis. Mes pas étaient silencieux sur l'épaisse moquette luxueuse, mais le lourd silence de la pièce rendait chaque mouvement amplifié. Le projecteur me suivait, projetant une lueur blanche crue sur mon visage. Je me suis arrêté à exactement 3 mètres de l'endroit où mes parents et Julien se tenaient, au bord de la piste de danse. Le silence dans la pièce était désormais absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. 200 paires d'yeux étaient fixés sur moi, attendant le moment émouvant du sacrifice fraternel. « J'ai besoin que tu clarifies quelque chose, Arthur », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était claire, froide, et elle s'est propagée dans la pièce silencieuse sans avoir besoin d'un microphone. J'ai refusé de l'appeler papa. Le sourire forcé de mon père affaiblit une seconde, ses sourcils se fronçant. Qui a-t-il à clarifier, Ethan? Donne les clés à ton frère. Tout le monde attend. Tu viens de dire à 200 personnes que je cède le bail d'un appartement et que je paie le loyer, ai-je dit, mon ton clinique, détaché. Comme si je discutais d'un tableau de bord dans une salle de conseil plutôt que de ma propre vie. Est-ce là ce que tu penses sincèrement que je possède? Un appartement en location? Ma mère s'est avancée, le visage s'empourpre rapidement sous l'effet d'une vive irritation. Elle détestait que les choses ne se déroulent pas exactement selon son scénario. Arrête de jouer, Ethan. Il ne s'agit pas de ta fierté. Il s'agit de l'avenir de Julien. Donne-lui simplement les clés de chez toi. Tu peux réinstaller tes affaires dans ton ancienne chambre à la maison jusqu'à ce que tu trouves une autre location bon marché. Nous te rendons service. Un murmure de gêne et d'inconfort a parcouru la foule. Les invités commençaient à réaliser que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le moment chaleureux en famille qu'on leur avait promis. Le ton était hostile. C'était une tentative d'extorsion qui se jouait en direct devant leurs assiettes. Je ne loue pas, Eleanor, ai-je dit platement, gardant mes yeux fixés dans les siens. Je possède un penthouse de $2 millions au 45e étage de l'immeuble Sterling. Je l'ai payé au comptant. Le titre de propriété est entièrement à mon nom, et je ne le donnerai absolument pas à Julien. Le halètement qui a parcouru la pièce a été violent, comme si tout l'oxygène était aspiré d'un coup. Mon père a fait un pas en arrière physique, les yeux écarquillés par le choc, ayant l'air d'avoir reçu un coup de poing directement dans l'estomac. Le sourire arrogant et prétentieux de Julien a disparu instantanément, remplacé par une panique totale. $2 millions. Le chiffre est resté suspendu dans l'air au-dessus de nous comme une lourde lame de guillotine prête à tomber. Tu mens, a bafouillé ma mère dans le micro, sa voix perçante et tremblante. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu n'es qu'un modeste employé de bureau. Tu traites de la paperasse. Je suis le vice-président senior des acquisitions chez Sterling Investment Group, ai-je répondu, ma voix stable, froide et autoritaire. Mon salaire de base est dans la fourchette haute à 6 chiffres, sans inclure mes bonus annuels de performance. J'ai acheté ce penthouse il y a 3 mois. J'ai également payé $50 000 en espèces pour couvrir cette réception de mariage, la nourriture que tout le monde mange, les fleurs sur les tables, parce qu'Arthur affirmait que l'entreprise était en difficulté et ne pouvait pas se le permettre. Un autre soupir collectif massif s'est élevé de la foule. Les chuchotements ont éclaté comme un feu de forêt. J'ai regardé les tables d'honneur près de l'avant de la pièce. Plusieurs des associés commerciaux les plus importants de mon père, y compris des fournisseurs et des politiciens locaux, y étaient assis. Leurs yeux étaient grands ouverts d'incrédulité. Ils comprenaient la réalité, leur associé prétendument riche et prospère recevait en secret d'importantes aides financières de son fils millionnaire caché. « Tais-toi » a sifflé mon père agressivement. Il a essayé de couvrir le micro de sa main, mais il a été trop lent. Le sifflement soudain du Larsen a percé la pièce, obligeant les invités à se boucher les oreilles, suivi de son chuchotement désespéré et paniqué résonnant dans les haut-parleurs, « Tu es en train de ruiner l'image de l'entreprise.
Non, ai-je dit, élevant la voix juste assez pour dominer toute la salle, coupant court au murmure. Vous avez ruiné votre propre image lorsque vous avez décidé d'utiliser un mariage pour extorquer publiquement votre fils aîné. Vous saviez que Julien était lourdement endetté. Vous saviez qu'il ne pouvait pas s'offrir une maison, et encore moins mener son train de vie. Au lieu de le laisser faire face à ses propres responsabilités, vous avez planifié un piège public pour me forcer à payer pour ses erreurs. Vous avez essayé de me piéger. Julien s'est avancé, le visage devenant rouge de rage. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Espèce d'égoïste. Tu as des millions de dollars, et tu ne pouvais pas me laisser un appartement? Tu es censé être mon frère. Tu me redevances. Je suis ton frère, Julien, ai-je dit, le fixant avec un dégoût absolu. Pas ton fonds fiduciaire, pas ton distributeur de billets. Tu veux un pantouse? Trouve un travail qui te permette de le payer. Ce fut le moment précis où ma mère a craqué. L'illusion de sa famille parfaite, de son enfant chéri parfait et de sa vie parfaite volait en éclats en temps réel. Et pire encore, cela était diffusé en direct sur le téléphone d'Oliver à qui sait combien de personnes sur Internet. Son esprit ne pouvait pas gérer la destruction de sa réalité soigneusement construite. Elle a lâché le micro. Il a heurté le sol de marbre avec un grincement métallique assourdissant qui a fait tressaillir l'assistance. Elle s'est jetée en avant, réduisant la distance entre nous en quelques secondes. Son visage était tordu par une fureur absolue. Avant même que je ne puisse réaliser son mouvement soudain, sa main s'est abattue dans un large arc de cercle. La gifle a résonné dans la pièce avec une clarté terrifiante. La force de l'impact a brusquement fait tourner ma tête sur le côté. Les montures métalliques de mes lunettes de créateur ont entaillé l'arête de mon nez avant de s'envoler, traversant l'air pour se briser sur le sol de marbre dur. La pièce a éclaté en véritable cri. Chloé a couvert sa bouche d'horreur, les larmes lui montant aux yeux. L'oncle Robert s'est levé si vite qu'il a renversé sa lourde chaise en bois sur le sol. Mon père est resté complètement figé, la bouche bée, réalisant l'erreur catastrophique et irréparable que sa femme venait de commettre, agresser quelqu'un, agresser son propre fils devant 200 témoins, y compris ses partenaires commerciaux clés. Je suis resté là, le picotement intense et brûlant de la gifle me marquant la joue gauche. La douleur physique était vive, mais la douleur émotionnelle que je portais depuis 34 ans s'est simplement évanouie, remplacée par une détermination glaciale et inébranlable. J'ai regardé mes lunettes brisées au sol. Puis j'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé ma mère en face. Tu n'aurais pas dû faire ça, ai-je chuchoté. Ma voix était basse, mais je savais qu'elle m'entendait. J'ai vu la première lueur de véritable peur traverser ses yeux alors qu'elle regardait mon visage froid et sans émotion. Je leur ai tourné le dos. J'ai quitté la salle de bal, les laissant se noyer dans le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Je suis sorti dans le couloir, laissant les cris et les exclamations derrière les lourdes portes, et j'ai passé cet appel à Victor Sterling. L'appel qui amènerait le PDG milliardaire à l'hôtel. L'appel qui lancerait l'offensive corporative impitoyable et calculée contre l'entreprise de mon père. Je me tenais devant les portes de l'hôtel, l'air frais de la nuit apaisant ma joue brûlante. J'ai attendu. La tempête avait éclaté, mais l'ouragan était sur le point de toucher terre, et c'était moi qui contrôlais le vent. Je me tenais seul sur l'allée en béton devant les lourdes portes en verre du Grand View Hotel. Le vent vif de la soirée fouettait mon visage, traversant le tissu coûteux de mon costume, mais je sentais à peine le froid. La sensation de brûlure sur ma joue gauche s'était lentement transformée en une douleur sourde et continue. C'était un rappel physique de la limite qui venait d'être détruite de façon permanente. J'ai regardé le voiturier s'approcher nerveusement de moi. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, tenant les clés de ma berline de location d'une main tremblante. Il avait visiblement vu mon visage rouge et mes lunettes brisées quand je suis sorti. J'ai levé la main pour l'arrêter. Je lui ai dit de laisser la voiture garée et le moteur éteint. Je ne partais pas. Pas encore. J'avais promis une heure à Victor Sterling, et je savais que Victor était un homme qui fonctionnait selon des horaires précis et immuables. Je me suis appuyé contre un pilier de pierre près de l'entrée, croisant les bras sur ma poitrine. À l'intérieur de cette grande salle de bal, je ne pouvais qu'imaginer la panique générale et les tentatives frénétiques de contrôle des dégâts. Mon père, Arthur, était sans doute en train de s'agiter pour reprendre le contrôle du récit. Je me l'imaginais lissant sa cravate, affichant ce faux sourire enjoué qu'il réservait aux réunions du country club et inventant une histoire pathétique pour ses partenaires commerciaux.
Il dirait probablement à Monsieur Henderson et aux autres fournisseurs que mon éclat n'était que le résultat d'un problème de santé mentale de longue date, une faille tragique dans une famille par ailleurs parfaite. Ma mère, Eleanor, jouait probablement la victime absolue. Je la voyais assise sur une chaise en velours, sanglotant délicatement dans un mouchoir en soie monogrammé, affirmant que le stress écrasant des préparatifs du mariage l'avait tout simplement fait craquer. Il pensait que le pire du scandale était passé. Il pensait avoir survécu à l'embarras de ma défiance publique. Il croyait qu'en me chassant de la pièce, ils avaient gagné la bataille des volontés. Ils étaient complètement et comiquement inconscients de l'ouragan financier et juridique qui descendait actuellement l'autoroute sous la forme d'une Maybach noire blindée. Exactement 47 minutes après que je sois sorti de cette salle de bal, le véhicule de luxe s'est engagé dans l'allée circulaire de l'hôtel. Les pneus ont crissé doucement sur le gravier décoratif. Le chauffeur, un homme immense en costume noir, est sorti instantanément, contournant rapidement le capot pour ouvrir la portière arrière droite. Victor Sterling est sorti dans la nuit. Victor était un homme qui dégageait une autorité absolue. Il avait la fin de la cinquantaine, des cheveux argentés impeccablement coiffés, et portait un costume à rayures tennis bleu marine sur mesure qui projetait la puissance et la domination corporative. Il ne marchait pas, il avançait d'un pas ferme, s'appropriant l'espace physique autour de lui par sa simple présence. Juste derrière lui se tenait James, le directeur de notre département de contentieux. James était un homme qui démantelait des entreprises de plusieurs millions de dollars pour le plaisir avant le petit déjeuner. Il tenait une mallette en cuir lourd qui contenait suffisamment de ressources juridiques pour raser une petite ville. En les voyant tous les deux sous les projecteurs du porche de l'hôtel, j'ai ressenti un profond sentiment de justification m'envahir. Victor s'est approché de moi, ses yeux perçants et calculateurs se fixant immédiatement sur la marque rouge sur mon visage. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas offert de sympathie vide ou de platitude. Il a simplement regardé la preuve physique de la trahison de ma famille, sa mâchoire se serrant au point que je pouvais voir le muscle tressaillir sur sa joue. « Es-tu prêt à en finir, Ethan ?» a demandé Victor, sa voix étant un grondement bas et dangereux, le son d'un prédateur repérant sa proie. « Je suis prêt depuis 10 ans, ai-je répondu calmement. Nous sommes rentrés ensemble dans l'hôtel. Nous formions un front uni de professionnels de l'exécution, avançant avec un objectif unique et dévastateur. Le grand hall était calme, le son lointain des voix paniquées et des disputes résonnant depuis le long couloir menant à la salle de bal. Nous avons descendu le couloir, nos pas synchronisés. 2 agents de sécurité de l'hôtel se tenaient près des doubles portes, l'air complètement dépassé et hésitant sur la conduite à tenir. Quand ils ont vu Victor Sterling s'avancer vers eux, flanqué d'un avocat de contentieux impressionnant et d'un cadre supérieur au visage marqué, leur instinct de survie a pris le dessus. Ils se sont sagement écartés, ont saisi les poignets en laiton et nous ont ouvert les lourdes portes en bois sans dire un mot. Nous sommes entrés dans la salle de bal. La scène était un chaos absolu. L'orchestre de jazz avait remballé ses instruments et fui la scène, laissant derrière lui des chaises vides et des micros silencieux. La moitié des invités étaient debout, errant entre les tables, chuchotant frénétiquement, pointant du doigt et consultant furieusement leur téléphone. J'ai réalisé instantanément que la diffusion en direct d'Oliver n'avait pas été coupée. La vidéo était visiblement devenue virale au sein de notre cercle familial élargi et de la communauté locale des affaires. À la table d'honneur, l'illusion du jeune couple heureux était complètement brisée. Julian se disputait bruyamment avec Chloé. Il agitait les bras, le visage rouge et en sueur. Chloé était assise dans sa robe de mariée, pleurant en silence, visiblement terrifiée par la famille dans laquelle elle venait de se marier. Mon père se tenait à l'avant de la pièce près de la scène, tenant toujours un micro. Il essayait désespérément de rassurer Monsieur Henderson et les autres partenaires commerciaux clés qui s'étaient rassemblés près de la sortie, exigeant des explications. Ma mère était assise sur une chaise au milieu de la piste de danse, s'éventant avec un menu de dîner, entourée de tante Béatrice et de sa suite de flatteuses qui lui murmuraient des paroles de réconfort. Au moment où mes chaussures en cuir ont touché le parquet poli de la piste de danse, les murmures ont commencé à s'éteindre. Un par un, 200 visages se sont tournés vers l'entrée. Le silence s'est propagé dans la pièce comme une vague d'eau glacée. Mon père m'a vu le premier. Ses yeux se sont écarquillés et son visage s'est empourpré d'un soudain regain de colère arrogante. Son ego était si grand, si aveuglant qu'il a interprété la situation de travers. Il m'a vu là sans mes lunettes, une marque rouge sur le visage, et il a supposé que j'étais revenu pour me rendre.
Il pensait que l'Ethan obéissant et craintif était revenu pour implorer son pardon. Il pensait que j'allais remettre les clés de l'appartement pour éviter un conflit supplémentaire et protéger mon héritage. Il a levé le micro, un sourire condescendant et victorieux commençant à se dessiner sur ses lèvres. Eh bien, mesdames et messieurs, il semble qu'Ethan ait enfin retrouvé ses esprits, a annoncé mon père à la foule, sa voix dégoulinant d'arrogance. Il a compris l'importance de la loyauté familiale. Il sait qu'il nous doit des excuses pour son petit éclat. Il était si aveuglé par son propre narcissisme qu'il n'a même pas reconnu le milliardaire qui se tenait juste à côté de moi. Victor n'a pas attendu d'invitation. Il n'a pas demandé la permission de parler. Il est passé directement devant moi, traversant la piste de danse à grands pas confiants qui exigeait l'attention de tous. James suivait de près, les fermoirs métalliques de sa mallette attrapant la lumière des lustres en cristal. Le sourire de mon père a complètement disparu à mesure que Victor s'approchait de lui. La simple présence de cet homme a fait reculer mon père instinctivement. Victor s'est avancé et a pris le microphone directement des mains de mon père. Mon père était si intimidé, si dépassé qu'il n'a même pas essayé de le retenir. Il l'a simplement lâché. Victor a tapoté le micro une fois. Le bruit sec a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. « Mon nom est Victor Sterling », a-t-il dit. Sa voix était calme, mesurée, et complètement dénuée de chaleur, portant le poids d'une masse. Le nom est tombé comme une bombe au milieu de la pièce, Sterling Investment Group. Tout le monde dans le monde des affaires connaissait ce nom. C'était le géant financier de la ville, un mastodonte corporatif qui achetait et vendait des entreprises comme celle de mon père pour de la monnaie de singe. Monsieur Henderson, qui se tenait près de la sortie, s'est soudainement redressé, le visage vidé de toute couleur. Il savait exactement qui était Victor, et il savait que Victor Sterling ne se présentait pas à des mariages de banlieue à moins que quelqu'un ne soit sur le point d'être détruit. Il y a quelques minutes, a poursuivi Victor, arpentant lentement le devant de la scène, balayant du regard les visages terrifiés de ma famille, Arthur Vance a tenté d'extorquer publiquement son fils pour un bien immobilier de 2 millions de dollars. Suite à cette triste mise en scène, Eleanor Vance a commis un acte d'agression physique documenté contre un cadre supérieur de ma firme. Tout cela a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux, créant un risque d'image majeur. Ma mère s'est levée de sa chaise, le visage pâle, les mains tremblant si violemment qu'elle a laissé tomber le menu qu'elle tenait. C'est une affaire de famille privée. Vous n'avez pas le droit de venir ici et de vous immiscer dans nos affaires de famille. Vous devez partir immédiatement. Cela a cessé d'être une affaire privée au moment où vous avez tenté de vous emparer d'actifs liés à notre groupe, Eleanor, a répliqué Victor, son regard la clouant sur place. Le pantouse qu'Ethan a acheté a été partiellement financé par un programme spécial d'intéressement des cadres structuré par ma firme. Cela en fait nos affaires. Mais plus important encore, vous semblez manquer cruellement de compréhension quant à qui vous fait vivre. Victor a tourné son attention directement vers mon père. Arthur transpirait abondamment, l'humidité brillant sur son front sous les lumières de la scène. Ses mains tremblaient le long de son corps. Il ressemblait à un homme sur la trappe d'un gibet, attendant que le levier soit actionné. « Arthur », a dit Victor, son ton devenant tranchant comme une lame. « Votre entreprise de fournitures industrielles fonctionne grâce à une ligne de crédit massive depuis 3 ans. Une ligne de crédit fournie par la branche de prêt commercial de Sterling Investment Group. Sans ce financement, vous ne pouvez pas acheter de matières premières. Sans ces matières premières, vous ne pouvez pas honorer vos contrats. Sans ces contrats, votre entreprise se retrouve en faillite sous 30 jours. Vos employés perdent leur salaire. L'œuvre de votre vie part en fumée. » La salle entière a retenu son souffle à l'unisson. La façade de réussite de la famille Vance était dépouillée couche après couche, révélant la structure fragile et endettée qui se trouvait en dessous. Vous essayez désespérément d'obtenir une baisse de taux d'intérêt et une prolongation cruciale de cette ligne de crédit depuis 6 mois, a déclaré Victor, projetant sa voix pour que chaque invité, chaque partenaire commercial puisse entendre l'humiliante vérité. Vous avez envoyé d'innombrables emails de relance, demandant un rendez-vous avec le cadre supérieur qui gère votre dossier. Vous prétendiez que votre entreprise était hautement rentable et stable, alors même que vous veniez d'essayer de forcer votre fils aîné à payer le loyer de votre fils cadet. Mon père a déglouti difficilement, ses yeux cherchant désespérément de l'aide dans la pièce, regardant ses associés horrifiés. Il regardait sa réputation s'effondrer. « Monsieur Sterling, je vous en prie, je vous supplie. Nous pouvons en discuter dans mon bureau lundi.
C'est le mariage de mon fils. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour un litige ou une révision financière. Nous ne discuterons de rien lundi, Arthur, a répondu froidement Victor, car je ne gère pas votre compte. Je ne révise pas vos états financiers. Je n'approuve pas vos prolongations de financement. L'homme qui détient le pouvoir absolu de vie et de mort sur votre entreprise est juste là. Victor a pointé un doigt vers moi. Toutes les têtes se sont tournées dans ma direction. Le silence était presque assourdissant. Ethan Vance est le cadre qui gère le portefeuille des prêts commerciaux, a révélé Victor à la foule stupéfaite. Chaque dollar qui entre dans votre entreprise, Arthur, nécessite sa signature. Il a discrètement et généreusement maintenu votre entreprise à flot par un sentiment de loyauté. Et ce soir, vous avez décidé de le remercier en essayant de lui voler sa maison et en permettant à votre femme de le frapper au visage. La révélation a frappé mon père comme un coup physique en pleine poitrine. Ses genoux ont fléchi légèrement. Il a dû se retenir au bord de la table d'honneur, renversant au passage une flûte de champagne. Elle s'est brisée au sol, mais personne n'a bougé. L'homme qu'il avait ignoré, le fils qu'il avait rabaissé, l'enfant qu'il avait jugé inapte, était le garant même de sa survie financière. Il venait d'humilier publiquement et d'agresser la seule personne qui pouvait détruire tout son patrimoine d'un simple trait de plume. La salle de bal était complètement pétrifiée par la révélation. J'ai regardé ma mère se rasseoir lentement, la bouche ouverte. Son esprit ne parvenait pas à assimiler les faits. Sa vision du monde, la croyance fondamentale selon laquelle Julian était le seul destiné à réussir et moi le perdant invisible, venait d'être détruite. Julian lui-même me regardait avec des yeux ronds et terrifiés. L'arrogance qu'il avait définie avait disparu, remplacée par la prise de conscience que son train de vie venait de s'arrêter net. James, l'avocat, s'est avancé. Il a ouvert les fermoirs en laiton de sa mallette en cuir de 2 clics secs. Il a sorti une liasse de documents juridiques et l'a tendue à Victor. Arthur, a dit Victor, montrant les documents pour que toute la pièce voie les choses officielles. Lorsque vous avez signé l'accord de prêt commercial avec Sterling Investment Group il y a 5 ans, vous avez signé une clause de moralité standard. Page 42, section 4, paragraphe 2. Je doute fort que vous l'ayez lu. Elle stipule explicitement que l'emprunteur ne doit s'engager dans aucune conduite publique qui pourrait porter atteinte à la réputation du prêteur, de ses filiales ou de ses dirigeants. Victor a marqué une pause, laissant la réalité juridique s'installer. Ce soir, vous et votre femme avez orchestré une tentative d'extorsion publique. Vous avez tenté de saisir un bien immobilier par l'intimidation. À la suite de cela, Eleanor a commis un acte d'agression physique documenté contre un vice-président de notre entreprise. La vidéo de cet incident circule actuellement sur plusieurs plateformes. Nous avons déjà une équipe qui archive ces images. Vous avez sans conteste enfreint la clause de moralité. Non, 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 a bafouillé mon père, s'avançant les mains levées dans un geste de capitulation. Le fier patriarche avait disparu. Monsieur Sterling, Ethan, s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous plaisantions. C'était un malentendu. Une mauvaise plaisanterie qui est allée trop loin. Eleanor était juste émotive à cause du stress du mariage. Nous ne pensions rien de tout cela. Ethan sait que nous l'aimons. Dis-le lui, Ethan. Dis-lui que nous t'aimons. C'était le spectacle le plus pathétique de lâcheté auquel j'ai jamais assisté. Le grand Arthur Vance suppliant pour obtenir de la clémence devant tout son cercle social, essayant de me manipuler pour sauver son entreprise. J'exécute officiellement le protocole de rupture de contrat, a annoncé Victor, ignorant les supplications de mon père. À compter de demain matin, 8 heures, l'intégralité de votre ligne de crédit est gelée. Vous ne pourrez plus retirer un seul centime pour payer vos fournisseurs, vos employés ou votre propre salaire de direction. Vous êtes de fait coupé du système de financement. Vous nous ruinez. A hurlé ma mère, retrouvant soudainement sa voix. Elle s'est levée et a pointé un doigt tremblant vers moi. Ethan, fais quelque chose. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas laisser cet homme nous faire ça. Tu nous redevances cela. Nous t'avons donné la vie. J'ai fait un pas en avant délibéré. La foule s'est écartée légèrement, me laissant le passage. J'ai regardé la femme qui m'avait frappé. J'ai regardé la femme qui avait exigé ma maison pour financer le style de vie de son fils préféré. J'ai regardé la femme qui avait passé 34 ans à me faire sentir inférieur, détruisant mon estime de moi pour valoriser son enfant chéri.
Je ne vous fais rien, Éléanore, ai-je dit, ma voix tranchant le silence. C'était la première fois que je lui parlais avec une autorité absolue. Vous vous êtes fait cela tout seul. Vous avez construit ce piège. Vous l'avez amorcé avec votre propre cupidité, et vous y avez mis les pieds alors que les caméras tournaient. Je ne fais que fermer la porte. Cependant, est intervenu Victor, levant un doigt pour imposer le silence. Mon père a eu un hoquet de stupeur. Des excuses publiques, a-t-il chuchoté, le visage livide. Il semblait physiquement malade. Devant tout le monde? Mes partenaires commerciaux, mon club, tout mon réseau. C'est soit votre fierté, soit votre entreprise, Arthur, a dit froidement Victor, remettant les documents juridiques à James. Choisissez bien. Le compte à rebours commence maintenant. Monsieur Henderson, le fournisseur le plus important de l'entreprise de mon père, s'est levé de sa table. Il a boutonné sa veste de costume, un air de profond dégoût marqué sur le visage. Il a regardé mon père, secouant lentement la tête. Je suis venu ici ce soir pour célébrer votre famille, Arthur, a dit monsieur Henderson, sa voix portant facilement dans la pièce. J'ai apporté un cadeau généreux. Au lieu de cela, j'ai assisté à un spectacle d'abus et de cupidité. Mon entreprise ne fait pas affaire avec des hommes qui extorquent leurs propres enfants pour financer leurs échecs. Considérez notre contrat de distribution à venir comme entièrement résilié. Attendez-vous à un courrier de mon avocat lundi concernant la dissolution de notre partenariat. Monsieur Henderson s'est retourné et a quitté la salle de bal sans un regard en arrière. En quelques secondes, deux autres chefs d'entreprise importants se sont levés, ont pris leurs épouses et lui ont emboîté le pas. Mon père regardait son gagne-pain et sa réputation s'en aller sans pouvoir faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Je me suis approché de la table d'honneur, m'arrêtant à quelques pas de mon frère. Julien a reculé, tirant Chloé avec lui comme si j'allais l'attaquer physiquement. Il ressemblait à un enfant effrayé. Son smoking sur mesure semblait soudain être un déguisement bon marché sur un garçon jouant à l'homme. Ethan, a chuchoté Julien, la voix tremblante. Allez, s'il te plaît. Je suis ton frère. J'ai besoin de cette maison. J'ai besoin d'aide. Tu sais que je suis en difficulté. Tu as besoin de grandir, Julien, ai-je dit, ma voix stable et dénuée de toute affection fraternelle. Tu as 28 ans. Tu es noyé sous les dettes de cartes de crédit. Tu as un prêt personnel massif que tu ne peux pas rembourser. Et au lieu de trouver un travail, au lieu de travailler dur et de prendre tes responsabilités, tu es resté planté là à sourire pendant que nos parents essayaient de me voler ma maison pour te sauver la mise. Tu es un parasite. Je me suis détourné de lui pour regarder mes parents. Ils me fixaient tous les deux, brisés et exposés à la réalité. La façade parfaite de la famille de banlieue aisée était brisée en 1000 morceaux. Pendant 34 ans, ai-je dit, m'adressant à eux pour la toute dernière fois, projetant ma voix pour que chacun entende la conclusion de mon propos, j'ai essayé d'être le fils parfait. J'ai payé mes propres études quand vous avez pris mon fonds d'études. J'ai construit ma carrière à partir de rien. J'ai payé pour la nourriture que vos invités mangent en ce moment même. Je n'ai jamais rien demandé d'autre qu'un respect humain fondamental. Mais vous êtes fondamentalement incapable de le donner. Vous me regardez et vous ne voyez qu'une ressource à exploiter. J'ai plongé la main dans la poche de mon costume. J'ai sorti les restes tordus de mes lunettes Tom Ford. Je les ai jetés sur la nappe blanche devant ma mère. Le métal brisé a cliqueté contre les verres en cristal. Garde les morceaux, Éléanore, ai-je dit, mes yeux ancrés dans les siens. C'est la dernière chose que tu recevras de moi. Je ne suis plus ton fils. Je ne fais plus partie de cette famille. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de mail. Ne vous présentez pas à mon bureau. Si vous vous approchez de mon immeuble, je ferai arrêter les intrus par mon équipe de sécurité et je porterai plainte personnellement pour harcèlement. Je leur ai tourné le dos définitivement. J'ai traversé la piste de danse, mais pas confiant et régulier. Victor et James ont emboîté le pas à mes côtés, m'encadrant comme des gardes. Nous sommes sortis de la salle de bal, laissant derrière nous un silence brisé seulement par le bruit de ma mère qui commençait enfin à pleurer. Nous sommes sortis de l'hôtel. J'ai remercié Victor pour son soutien et son exécution impeccable. Il a posé une main sur mon épaule, a fait un signe de tête respectueux et est monté à l'arrière de sa Maybach. J'ai regardé la voiture disparaître dans la circulation.
J'ai commandé une course haut de gamme pour me rendre au parking du Walmart à 3 pâtés de maison de là. Arrivé à ma voiture, j'ai déverrouillé les portières et me suis installé au volant de la Porsche 911. L'odeur familière du cuir m'a enveloppé, contrastant avec l'atmosphère toxique que je venais de fuir. J'ai serré le volant, passant mes pouces sur les coutures nettes. J'ai tourné la clé. Le moteur a démarré dans un grondement puissant qui a résonné dans ma poitrine. J'ai quitté le parking pour m'engager sur l'autoroute, me dirigeant vers la ligne d'horizon lumineuse de la ville. J'ai baissé les vitres, laissant l'air frais entrer, me vidant les poumons. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. 6 mois ont passé depuis cette soirée de mariage. 6 mois de silence absolu de mon côté, et 6 mois de dévastation du leur. Les retombées de cette nuit ont été rapides, brutales et entièrement méritées. Exactement 47 heures après que Victor Sterling ait émis son ultimatum, un email a été envoyé à chaque invité du mariage, ainsi qu'à la chambre de commerce locale et au réseau de distribution régionale. L'email contenait un fichier vidéo en haute définition. Dans la vidéo, mon père et ma mère se tenaient assis, rigides, sur le canapé de leur salon. Ils semblaient épuisés, humiliés et vaincus. Les cernes sous leurs yeux étaient sombres. Mon père tenait une feuille de papier dans ses mains tremblantes. Il a lu une déclaration préparée et approuvée par les avocats, s'excusant officiellement auprès de moi pour sa tentative de manipulation de mes finances et d'extorsion de mon bien immobilier. Ma mère, ayant l'air de mâcher du verre brisé, a formulé des excuses forcées pour son agression physique. Elle pouvait à peine regarder la caméra. La vidéo répondait aux exigences légales. C'était suffisant pour empêcher Victor de geler entièrement leur ligne de crédit et de forcer une faillite immédiate. Mais les dommages causés à leur réputation étaient irréversibles. Le monde des affaires est un réseau serré construit sur la confiance et l'image. Mon père avait démontré qu'il était un homme désespéré, prêt à sacrifier son propre fils pour s'en sortir. Dans les 2 mois qui ont suivi la diffusion de la vidéo, 3 autres fournisseurs importants ont retiré leur contrat, invoquant vaguement des réorganisations internes. L'entreprise d'Arthur, autrefois la fierté de la famille, a été contrainte de réduire ses effectifs de 80%. Il a dû licencier la moitié de son personnel fidèle. Il a dû réduire son propre salaire de direction simplement pour maintenir l'activité. Il a dû vendre ses 2 voitures de luxe pour louer un véhicule modeste et a finalement dû réhypothéquer sa maison de banlieue simplement pour payer les salaires. Son style de vie a été balayé. Mais l'effondrement le plus marquant a été celui de Julien. La vérité trouve toujours un moyen de refaire surface lorsque l'argent vient à manquer. Sans le pantouse de 2 millions de dollars sur lequel s'appuyer comme filet de sécurité, tout le château de cartes de Julien s'est effondré. La famille de Chloé, horrifiée par les événements de la réception, a exigé une analyse approfondie des finances de Julien avant d'accepter d'aider les jeunes mariés à obtenir un prêt pour une maison de départ. Ce qu'ils ont trouvé était catastrophique. Julien n'était pas seulement mauvais gestionnaire. Il représentait un risque financier majeur. Il devait des dizaines de milliers de dollars sur plusieurs cartes de crédit à cause d'investissements ratés dans les crypto-monnaies, de vacances coûteuses qu'il ne pouvait pas s'offrir et de paris sportifs en ligne. Il avait emprunté de l'argent à des taux usuraires simplement pour masquer ses pertes et maintenir l'illusion de la réussite. La réalité derrière le piège du pantouse apparaissait enfin clairement. Julien n'avait jamais eu l'intention d'habiter dans mon pantouse avec sa femme. Il voulait le titre de propriété à son nom pour pouvoir immédiatement l'hypothéquer, contractant un emprunt important sur mon bien libre de dettes pour rembourser ses dettes de jeu et éviter des ennuis majeurs. Il était prêt à risquer mon logement pour sauver sa propre peau. Et mes parents étaient d'accord parce qu'il était l'enfant chéri. Chloé a demandé l'annulation du mariage exactement 84 jours après la cérémonie. Elle a fait ses bagages pendant qu'il était sorti, est retourné vivre chez ses parents et a engagé un avocat tenace. Julien s'est retrouvé seul, noyé sous les dettes, abandonné par sa belle famille et travaillant dans un emploi de vente subalterne simplement pour éviter que les agences de recouvrement ne saisissent son salaire. Il y a 2 semaines, ma boîte de réception professionnelle sécurisée a reçu un message d'une adresse cryptée non reconnue. Il avait réussi à contourner les filtres anti-spam. Je l'ai ouvert avec prudence. C'était un long message désespéré de Julien. Ethan, s'il te plaît. Je sais que tu me détestes. Je sais que je le mérite. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je vais tout perdre. Il menace de saisir mon salaire. Maman et papa ne peuvent pas m'aider, leur entreprise survit à peine. J'ai juste besoin d'un petit prêt.
Juste 50 000 $ pour m'en sortir. Tu as dépensé cela pour les fleurs du mariage sans sourciller. S'il te plaît, Ethan, sois mon frère. Fais preuve de clémence. Aide-moi. Je me tenais assis dans mon bureau d'angle chez Sterling Investment Group. En regardant l'écran, j'ai cherché en moi une réaction. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni pitié, ni colère persistante, ni culpabilité familiale, juste un sentiment d'indifférence. J'ai sélectionné le texte, transféré l'email directement à notre service juridique avec une consigne simple, rédiger une mise en demeure formelle pour harcèlement ciblé. Puis j'ai décroché mon téléphone et appelé Sarah, la responsable de la sécurité de mon immeuble. Je lui ai donné des consignes strictes et permanentes, si quiconque partageant mon nom de famille ou correspondant à la description de Julien apparaissait dans le hall, elle devait immédiatement appeler la police, porter plainte pour violation de propriété et en informer mon équipe juridique. J'ai définitivement supprimé l'email de ma boîte de réception, vidé la corbeille et me suis remis à l'examen d'un dossier d'acquisition d'entreprise de plusieurs millions de dollars. J'avais retiré la source de toxicité de ma vie, et j'étais complètement guéri. Ce matin, je me suis réveillé naturellement à 6 heures. Alors que le soleil commençait à se lever sur la ville endormie, je suis entré dans ma grande cuisine ouverte, le sol en marbre frais sous mes pieds nus. Je me suis préparé un café filtre, profitant de l'arôme riche. Je me suis tenu près des fenêtres de mon Penthouse, tenant ma tasse chaude à 2 mains, regardant la ligne d'horizon en contrebas. La ville se réveillait doucement, des milliers de petites lumières brillant dans l'aube rose. J'ai regardé le reflet de mon visage dans la vitre. La marque rouge sur ma joue a disparu depuis longtemps. J'ai bien sûr acheté une nouvelle paire de lunettes, une monture moderne en titane qui convient d'ailleurs mieux à mon visage. Mais les changements psychologiques sont ce qui compte le plus. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne porte plus le poids invisible d'essayer d'être assez bien pour des gens qui étaient déterminés à me rabaisser. Je ne m'épuise plus à essayer de prouver ma valeur à un père qui ne valorise que la soumission ou à une mère qui n'aime que l'enfant qu'elle peut contrôler. Mon Penthouse n'est pas seulement un bien immobilier coûteux ou un symbole de réussite. C'est ma forteresse. C'est la manifestation physique de mon travail, de ma résilience et de mon indépendance. C'est un lieu sacré où personne ne peut rien exiger de moi. J'ai réalisé à travers les preuves que la famille n'est pas définie par le sang ou par un nom de famille commun. L'ADN n'est qu'une coïncidence biologique. La vraie famille se construit sur le respect mutuel, le soutien et l'attention sincère. J'ai trouvé ma véritable famille auprès des personnes qui sont restées à mes côtés quand la tempête a éclaté. Victor Sterling n'est pas seulement mon patron milliardaire, il est la figure paternelle dont j'avais besoin. C'est un homme qui me juge uniquement sur mes actions, mon intégrité et mes résultats. Liam, mon assistant exécutif, est plus un frère loyal pour moi que Julien ne l'a jamais été. Quand j'ai officiellement obtenu ma promotion de vice-président le mois dernier, Liam a été le premier à me féliciter, sincèrement ravi de ma réussite sans aucune jalousie. Lors du dernier Thanksgiving, je ne me suis pas assis à une table de banlieue tendue à manger de la dinde sèche tout en étant rabaissé par tante Béatrice et le cousin d'Eric. Au lieu de cela, Victor m'a invité dans sa propriété des Hantons. Nous avons partagé de bons moments, discuté pendant des heures de l'avenir du marché financier. Sa femme et ses 2 enfants m'ont traité avec chaleur, curiosité intellectuelle et respect. J'étais à ma place. J'avais gagné ma place à cette table par le mérite, non par des liens familiaux forcés. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous êtes piégé dans une dynamique familiale toxique, je veux que vous entendiez cela clairement. Gardez ces mots en mémoire. Vous ne devez pas votre réussite à ceux qui vous font du mal. Vous ne leur devez pas vos finances, votre tranquillité d'esprit ou votre avenir simplement parce que vous partagez un nom de famille ou une maison d'enfance. Le concept de loyauté familiale est presque toujours utilisé par les parents narcissiques pour transformer les enfants indépendants en filets de sécurité financiers pour leurs propres échecs. Ils essaieront de vous culpabiliser. Ils vous traiteront d'égoïste ou d'ingrat. Ils vous menaceront. Ils essaieront de vous humilier publiquement pour vous forcer à vous soumettre. Laissez-les faire leur crise. Votre seule responsabilité dans ce monde est de protéger votre propre paix, de préserver vos biens et de maintenir votre dignité. Fixez des limites, construisez votre forteresse, engagez un bon avocat s'il le faut, et fermez la porte derrière vous. La culpabilité s'estompera, je vous le promets. Et ce qui la remplace est un niveau de liberté que vous ne pouvez même pas imaginer. Je m'appelle Ethan Vance. Je me suis construit moi-même,
Je suis vice-président senior, et je suis enfin en paix avec qui je suis. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous rappellera que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Vous avez le pouvoir de vous éloigner de toute table où le respect n'est plus présent. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.